Tout pour en débattre avec moi ce soir, Dominique Attias, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate spécialisée dans la défense des enfants. À vos côtés, Marouane Mohamed, on vient de vous entendre dans le documentaire. Vous êtes sociologue au CNRS, merci d'être avec nous. À ma gauche, Claude Dillin, bonsoir. Vous êtes sénateur PS de Seine-Saint-Denis. Et enfin, un réalisateur et médiateur social, Kizo. Bonsoir. Vous êtes ancien membre de bande, fondateur d'une discipline dont vous allez nous parler, le no joke. Alors, tout de suite, on va un peu parler de ce documentaire et de vos réactions. On va commencer avec vous, Kizo. Vous avez 33 ans, vous avez grandi à Grigny, dans l'Essonne. Vous avez fait partie d'une bande de 99 à 2005, ça c'est du passé. Ça vous a parlé, ces images? Est-ce que ça dépeint une réalité que vous avez connue? Il y a une réalité que j'ai connue, mais il faut savoir que dans un premier temps, dans ces quartiers-là qui entourent Évry, Grigny-Corbeil, en 10 ans, il y a eu plus de 10 morts. Donc on comprend bien que c'est un quartier qui est assez mouvementé. On a besoin de se mettre en avant, de représenter sa bande, de donner un nom pour dire qu'on existe et de sortir les armes pour dire qu'on est plus fort. Et dans ce quartier-là, que je connais parce qu'à l'époque des conflits internes, on rentre en conflit souvent avec eux, mais c'est un quartier qui est à la base tranquille, où il y a pas mal de pavillons à côté, il y a pas mal, il fait bon vivre en vérité. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération, il me semble, hein, enfin, si je ne me trompe pas, enfin, c'est rare que je me trompe à ce niveau-là, c'est des jeunes qui n'ont pas besoin d'être forcément dans les bandes, en conflit. À côté, ils ont un joli centre commercial, donc on comprend qu'il n'y a pas vraiment de raison de sortir une arme pour riposter contre une bande. Ils ont l'air de dire quand même qu'ils ne peuvent pas y aller dans ce centre commercial. Qu'il y a quand même, en fait, ils aimeraient bien, mais que s'ils y vont, ils se heurtent à d'autres bandes. Oui, ils se heurtent à une bande. Ouais. On va dire à deux bandes. On a les quartiers des Pyramides et un quartier qui est aux Épinettes. Et voilà, c'est ça. Après, il faut savoir qu'il y a des plus grosses bandes, comme à Grigny, comme au Tarteret, où on sort les armes plus rapidement, où il y a un grand trafic. Qui dit grand trafic dit les vraies armes. Quand on parle d'armes, c'est des armes souvent qui sont aussi utilisées, comme on le voit dans le grand banditisme. Ouais. C'est-à-dire, il y a des mitraillettes, il y a des armes de guerre, tout simplement. Mais dans ces secteurs-là, je trouve que dans ces secteurs-là, comme le canal, c'est des coins où les gens ne sont pas beaucoup. Et c'est plus facile, en fait, pour moi, d'instaurer une paix. Parce que les premiers conflits sont partis de quoi, en vérité? Ils sont partis... on a eu la chanson de This is La Peste qui s'appelle Le Poisson Rouge. Mais en vérité, c'est parti d'une histoire de poisson, tout simplement. Et on est arrivé jusqu'à là, je trouve ça dommage. Et je dis pas qu'il fallait que ça parte sur une grosse embrouille, mais la plupart des embrouilles, c'est soit ça part pour de l'argent, c'est-à-dire on est dans le grand banditisme, on parle de trafic, ou soit des choses bêtes comme un regard. Mais un regard, c'est deux bandes qui s'affrontent pour un regard. Et on va loin. Il y a toujours un déclencheur. Il y a toujours un déclencheur. Alors les embrouilles, hein, c'est un mot qui revient tout le temps, les embrouilles. C'est le terme dans le documentaire. Dominique Attias, vous défendez ces jeunes, des enfants, des adolescents, des mineurs. Oui. Vous reconnaissez quand je les vois, je les reconnais parce que je les vois dans mon cabinet. Hein, ouais. Donc, en général, individuellement, puisqu'ils sont poursuivis d'abord individuellement, même si c'est dans le cadre d'un conflit collectif. Bon, je les reconnais, mais j'allais dire, ce sont des, je vais dire des mômes, c'est beaucoup dire, mais c'est ça. Ce sont des jeunes qui... alors là aussi, j'entends ce que dit Schizo, mais il faut quand même arrêter les fantasmes. Les histoires des bandes avec les chiffres, alors là, c'est une vaste plaisanterie, parce que j'aimerais bien savoir comment on peut les dénommer, mais je pense que Marouane va l'expliquer, ouais. Première chose. Et deuxièmement, faut quand même savoir qu'une bande, c'est à partir de 3. Et on les voit, même lorsqu'il arrive qu'ils soient incarcérés ou qu'ils partent pour une raison quelconque, les bandes, elles sont entre guillemets, elles se défont aussi vite qu'elles se sont faites. Effectivement, lorsqu'il y a des problématiques entre jeunes dans les quartiers, c'est pour des broutilles. C'est pour des histoires dont on a entendu parler. Et ils se trouvent très vite eux-mêmes dépassés par ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes, désœuvrés. Donc ça ne sert à rien. Il ne s'agit pas de les stigmatiser. Occupons-nous de l'école, évitons qu'ils soient désœuvrés, permettons-leur de ne pas rester dans les halls d'immeubles, mais ouvrons de nouveau les maisons de quartier. Bref, il y a plein de choses à faire, plutôt que de les stigmatiser. C'est vraiment pour moi une évidence. Claude Dillin, vous, donc, je le disais, vous êtes sénateur de Seine-Saint-Denis. Vous reconnaissez une réalité qui est aussi très présente en Seine-Saint-Denis? Oui, enfin, j'ai beaucoup apprécié le film, mais juste pour commencer, dire que il faudrait quand même pas croire à l'issue de ce film que les bandes, le phénomène de bande, alors je mets des guillemets parce qu'effectivement on va passer certainement beaucoup de temps à le définir ce que c'est, comme dans le film d'ailleurs,
les bandes sont quelque chose d'actualité uniquement dans les banlieues. Enfin, moi, j'ai connu quand j'étais très très jeune, j'habitais à Saint-Denis, la peur des blousons noirs. Enfin, j'étais gamin, moi, mais j'avais une trouille de rencontrer un jour une bande de blousons noirs. Et puis, j'ai connu aussi en campagne, à la campagne, dans les balles du samedi soir, la bande du village de X qui venait casser la figure à la bande de village de Y. Ça a toujours existé. Pour des broutilles aussi, et quelquefois des bagarres très, très violentes. Donc là, il s'agit de parler d'un phénomène qui est effectivement une rencontre entre l'adolescence et une recherche identitaire, plus le désœuvrement, et sur lequel il faut évidemment, je rejoins tout à fait ce que dit Maître Attias, mais il ne faut pas qualifier les banlieues par leur bande. C'est pas que en banlieue, et dans les banlieues, il se passe autre chose que des bandes. Alors, dans ce documentaire, il y a deux choses qui sont mises en évidence, la bande, le quartier. C'est à se demander s'il n'y a pas un problème de terminologie à chaque fois qu'on aborde la banlieue. Marouane Mohamed, j'aimerais que vous nous en parliez. Est-ce qu'on n'a pas un problème en France pour traduire les difficultés des banlieues, pour parler de la banlieue? On est passé des grands ensembles des années 60 aux banlieues, après on a parlé de cité, aujourd'hui on parle de quartier. Qu'est-ce que c'est ce problème de terme et de quoi on parle quand on parle de problème de cité? Il y a deux choses. La première, c'est qu'on veut décrire avec un seul mot des réalités plurielles. Et ça, Claude Dillin parlait des phénomènes de bande en milieu rural, on pourrait parler du périurbain et dans les quartiers populaires. Kizo parlait à la fois des logiques d'honneur, de bagarres entre bandes sur des logiques d'honneur, et puis tout ce qui relève des violences collectives qui renvoient à la régulation du trafic de stupéfiants. Et donc, on veut saisir avec un seul mot, banlieue, cité ou bande, des réalités plurielles. Ça, c'est une des grandes difficultés. Ça, c'est le premier point que je voudrais souligner, parce que les réalités sont plurielles. Courcouronnes n'est pas Grigny, qui n'est pas Clichy-sous-Bois, qui n'est pas Villiers-sur-Marne, qui n'est pas Champigny, j'en passe. Qui n'est pas le village dans lequel, dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça, c'est un premier point qui me semble important d'avoir à l'esprit. Le deuxième point sur lequel je voudrais souligner, c'est que derrière ces mots, la bande et banlieue, etc., sont minés parce qu'ils sont construits comme problème public. Et donc derrière ces mots-là, il y a des enjeux politiques, des enjeux symboliques aussi. Et donc derrière chaque définition, les enjeux de définition renvoient à des enjeux, à des enjeux politiques, strictement politiques. Et donc là, on a un vrai souci dans la bande pour le travailleur social. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la bande pour un élu? Qu'est-ce que c'est la bande pour un sociologue? Qu'est-ce que c'est la bande pour le droit pénal? Parce qu'il y a une définition de la bande organisée dans le droit pénal, et puis il y a un dispositif anti-bande depuis un certain nombre d'années, donc avec une dynamique de ciblage de certaines formes de délinquance collective. Et donc on est dans une partie des malentendus viennent de cette diversité des réalités et de cette extrême politisation d'un phénomène qui, in fine, renvoie toujours à une partie minime, infime, minoritaire, des jeunes qui occupent ces quartiers populaires. Moi, tel que je la définis et tel que la plupart des sociologues définissent le phénomène de bande, on part de groupes, rarement de 3 personnes, sinon on appelle ça un trio. Quand dans la réalité, quand on regarde le phénomène de bande, c'est minimum une dizaine de personnes. Dans les faits, quand on les observe, c'est minimum, c'est entre 10 et 20, et ça peut aller bien au-delà, beaucoup plus rarement. Donc c'est arbitraire de dire à partir de 3. 3, c'est un trio, à 2, c'est un duo. Bon. Dans la loi, ils disent que c'est à partir de 3. Dans la loi, c'est à partir de 3, mais parce qu'il faut fixer des critères, mais on n'a jamais vu de bande de 3. Claude Dillin, vous vouliez réagir? Oui, on a du mal à nommer même la banlieue. On a effectivement employé toutes sortes de termes, quartier populaire, dit quartier, comme ça c'est plus simple. Et je crois que ça traduit, moi, un gros malaise qu'a la société française vis-à-vis de ces territoires. On est même allé jusqu'à le découper en zones. Quand même, zone, c'est quand même pas très agréable de dire qu'on habite dans une zone quand même. Donc je vais pas citer Camus complètement parce que je ne connais pas bien la citation, mais la citation exacte, mais il dit à peu près ça: quand on a du mal à nommer quelque chose, eh bien on rajoute du mal au mal. Et je crois que c'est exactement ça. Et par exemple, la guerre d'Algérie, on n'en a pas parlé de guerre d'Algérie tout de suite, on ne savait pas la nommer. Alors je ne fais pas trop de parallélisme, même si l'exemple n'est pas pris au hasard, mais franchement, ça traduit pour moi le grand malaise qu'a la société française avec ses territoires qu'elle juge à la marge. Je ne suis pas sûr qu'elle soit à la marge, et elle a du mal avec ses marges. Et la grande difficulté, c'est effectivement de réintégrer dans l'imaginaire collectif ces quartiers dans la société normale. Voilà, il n'y a pas d'autre objectif. Kizo, vous avez grandi à Grigny, vous avez eu l'impression d'être en marge, vous, toute votre enfance, votre adolescence.
Comment on se sent quand on grandit dans ces quartiers et qu'on parle de vous et de l'endroit où vous vivez, en banlieue, en cité, en zone? Moi, je trouve que c'est très dangereux la manière dont ils écrivent la banlieue. Il faut savoir que quand on parle de bande, on ne parle jamais et rarement des hooligans. On parle rarement des skinheads. On en a parlé récemment parce qu'il y a un an, il y a eu... Une affaire mec. Voilà. Et je ne comprends pas pourquoi on se focalise sur la banlieue. Peut-être ça vend, ça fait peur. Je ne comprends pas. Moi, j'ai grandi dedans. Il faut savoir, en banlieue, il n'y a pas que ça. Il y a énormément de sportifs, il y a énormément d'événements, beaucoup d'événements humanitaires. Et on ne met pas vraiment... je trouve que c'est pas trop mis en avant. Par contre, quand il faut parler des bandes, là, on parle bien des bandes, qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais il y a un problème, c'est qu'à force d'entendre tout ça, comme sur le documentaire qui est quand même bien réalisé, c'est qu'est-ce qu'une bande? Pour moi, une bande, dans un premier temps, c'est un regroupement de personnes qui sont unies par un point commun. On le voit bien dans le documentaire. Ils ont fait les mêmes écoles, ils ont suivi les mêmes structures, ils jouent au foot. C'est ça en vérité leur bande. Ils ont peut-être un nom pour se donner un nom, comme le faisaient à l'époque les blousons noirs. Mais pourquoi on doit les pointer eux du doigt? On va y revenir. Claude Dillin, on parle d'abandon de la banlieue. Est-ce que l'État a abandonné ces banlieues? Qu'est-ce qu'on a raté? C'est pas l'État, c'est pas les gouvernements successifs, c'est la société française qui a plutôt envie de remettre ailleurs qu'à côté de chez eux une partie de la population française ou qui vit sur le territoire français. Alors, on a créé de toutes pièces des endroits où s'accumulent des gens qui sont en grande difficulté temporairement. Et donc, on arrive comme ça à des territoires qui se sont spécialisés. Et à partir de ce moment-là, on ne veut plus les voir, quoi. On cache la misère. On voit que, là, actuellement, des arrêtés anti-mendicité. On voit des arrêtés anti-fouillage de poubelles. Parce que la misère, c'est... Qu'est-ce qui gêne? C'est la misère ou c'est qu'on voit la misère? C'est ça le problème. Donc, c'est laid, quoi. C'est laid, on ne va pas. Mais c'est un... Moi, je dirais, j'ai souvent dit que c'était un abandon. J'ai évolué maintenant. Je pense que c'est pas un abandon, c'est une non prise en compte de l'extraordinaire richesse et énergie qu'il y a dans ces territoires. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont la même énergie que tout le monde. Moi, j'en fais partie. Mais qui sont bloqués, qui ont une espèce de plafond de verre, qui ne peuvent pas libérer leur énergie parce qu'on les a plaqués comme ça dans des territoires où c'est beaucoup plus difficile. J'écoutais en venant ici que la moyenne des déplacements travail-domicile en Ile-de-France, c'est 45 minutes. Moi, je mets 1h15, 1h30 pour aller de chez moi, Clichy-sous-Bois, au Sénat. Voilà. Donc, tous les jours, je me sens différent de celui qui met en moyenne 45 minutes. Est-ce que justement le phénomène de bande, Marouane Mohamed, c'est pas une réaction à cet abandon? C'est-à-dire on est laissé un peu pour compte, donc on se regroupe pour faire face? Alors, les fonctions des bandes de jeunes ont évolué dans le temps. On parlait des blousons noirs tout à l'heure. La société des blousons noirs, la France des blousons noirs n'est plus la France d'aujourd'hui. Et la société a changé, les bandes aussi. On n'est plus dans le même phénomène non plus. Les blousons noirs travaillaient tous étaient en atelier, tous étaient à l'usine, et puis ils mettaient le bazar, ils mettaient le souk le vendredi soir, du vendredi soir au dimanche soir, et puis ils travaillaient pas, ils travaillaient beaucoup, ils étaient très mal payés, et ils travaillaient à la dure. Donc je veux dire, ils étaient dans un autre contexte. Et la prise en compte, l'action publique contre les blousons noirs a reposé sur l'emploi et le salariat qui était massif. Aujourd'hui, on est dans des formes de regroupement, dans des formes d'un phénomène de bande qui est basé sur un principe de compensation sociale. Et vous dites même dans le documentaire, pardon de couper, que vous dites même dans le documentaire que c'est une question d'estime de soi. J'aimerais qu'on réécoute ce que vous nous dites. Ces embrouilles de quartier n'apportent pas d'argent. Il n'y a pas de butin de guerre. Deuxièmement, c'est pas du tout politisé. Il n'y a pas de revendication. Ce sont des gens qui se ressemblent et qui, s'ils habitaient l'autre quartier, traîneraient ensemble. Ces embrouilles de quartier s'intègrent dans un champ des réputations. Moi, j'appelle ça un champ des réputations, très informel, où il s'agit de faire parler de soi, de son groupe ou de son quartier. Et la réputation liée aux embrouilles, elle apporte à certains un statut social que personne, à ce moment-là, n'arrive à leur apporter. Ni les familles, ni les éducateurs, ni le monde professionnel, ni les élus, personne n'arrive à répondre. Alors, il faut bien se mettre dans la tête des jeunes et bien comprendre comment ça fonctionne. Une fois qu'ils ont fait parler d'eux, c'est du prestige, c'est du pouvoir, c'est de l'estime de soi.
Kizo, vous, le jour où vous avez décidé de rejoindre une bande, ça s'est passé comment? Pourquoi? J'ai pas du tout choisi, ça s'est fait comme ça. Alors voilà, comment ça se fait? Bon, en fait, je me promenais dans le centre commercial dont les jeunes parlent de l'Agora. On se promenait dedans. Il y a une autre bande rivale qui est venue, qui nous ont tiré dessus. Ils ont touché mon pote à la jambe, ce qui a fait qu'on a riposté. J'étais avec eux, donc le soir même, on a riposté. Vous aviez quel âge? À cette époque, je devais avoir 17 ans, 18 ans, 17 ans. Ouais, 17 ans. On est reparti là-bas, armé ou pas. On est rentré et à partir de là, on a aimé mon action. On m'a dit, bon, est-ce que tu veux faire partie de la bande? J'ai dit oui. C'est comme ça que j'ai intégré la bande. C'était face à un fait de violence. Dominique Attias, quand vous voyez ces jeunes, qu'est-ce qui les pousse à se regrouper comme ça? Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une vraie problématique d'estime de soi, et on parlait tout à l'heure de la manière dont on parle d'eux. Et la défenseure des enfants avait fait un sondage auprès des gamins de 14-15 ans, et tous disaient sans exception, mais on parle toujours mal de nous, on ne dit jamais ce qu'on fait de bien. Première chose. Donc c'est aussi une manière de se valoriser les uns les autres. C'est aussi, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des violences, c'est aussi une manière de se sentir pas seul, quoi. Jeff, t'es pas tout seul. C'est un soutien, quelque part, de rejoindre un groupe dans une cité. Il y a un enjeu d'existence sociale. Exactement. C'est-à-dire qu'on est dans un pays quand même qui fait que, en dehors de la réussite scolaire, c'est-à-dire du diplôme ou de l'accession à une stabilité professionnelle, si on n'est pas un sportif, si on ne s'épanouit pas dans une voie un peu alternative qui retient, et là, le travail que peut faire Kizo et d'autres est déterminant dans cette perspective-là. Oui, on va en parler. Comment dire, il y a quoi comme alternative? C'est très compliqué. Et quand je parle d'existence publique, c'est que c'est une norme. Il faut accéder à la reconnaissance, il faut faire parler de soi. Il faut accéder à l'estime de soi. Et puis ça, c'est très alimenté par l'incertitude liée à l'avenir. Et là, pour le coup, quand on a en moyenne de 120 à 130 000 enfants, adolescents, jeunes qui sortent du système scolaire chaque année, sans qualification aucune, là on est dans un problème de fond. Et on ne peut plus s'appuyer, comme il y a 50 ans, sur l'emploi pour mener une politique de sortie de bande, une politique d'insertion sociale. Claude Dillin, on a le sentiment, aujourd'hui, quand on lit la presse, on voit la situation des banlieues, que les jeunes tombent dans la délinquance de plus en plus tôt. Vous dites, Dominique Attias, que dès 12 ans, il y a une déscolarisation. C'est une réalité, ça? Oui, c'est une réalité. Alors, faut pas la gonfler outre mesure, mais on voit effectivement, moi j'étais maire de Clichy-sous-Bois pendant 16 ans et demi, et je ne peux pas nier qu'effectivement on voit des enfants rencontrer la délinquance assez tôt. Et alors après, il faut se poser les questions de pourquoi. Alors pourquoi, justement? Mais je crois que ça a été dit, lorsqu'on est dans une société où on est déscolarisé dès l'âge de 12 ans, on peut, il y a quand même, il faut se poser des questions, mais pas en banlieue, il faut se poser des questions sur l'ensemble de la société. D'abord, moi je trouve qu'une société qui admet que 100 à 150 000 enfants sortent tous les ans sur une cohorte de 700 à 800 000 enfants, ça fait quand même énorme en pourcentage, mais ça n'a pas l'air de gêner beaucoup. Et déjà ça, pour moi, c'est un chiffre. Et puis quand on regarde d'où ils sortent, eh ben, on voit que l'école reproduit les inégalités sociales, voire même, et je ne crois pas avoir de procès de diffamation, je crois même qu'elle les aggrave, je parle sous votre contrôle, et du coup, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme solution? Comment on prend en charge un jeune aujourd'hui qui bascule? Alors, lorsqu'on est dans le cadre de la justice, vous avez la protection judiciaire de la jeunesse, mais alors là, je crois moi énormément aux éducateurs de rue et la prévention. Les clubs de prévention et le travail qui est fait sur le terrain avec les jeunes et leurs familles, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui peut se compléter d'ailleurs avec le travail de la protection judiciaire de la jeunesse, mais c'est un travail de prévention. Il ne faut pas attendre toujours la même chose, attendre que le gamin ait basculé, qu'il soit désormais fiché, parce que c'est ça aussi, donc stigmatisé pendant 20, 30, 40 ans avec les fichiers, pour ensuite dire il faut faire quelque chose. Tous ces gamins, sont des... Parce que moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils sont intelligents, vifs, bref, ils représentent l'avenir de notre société et on les gâche, on se les gâche, on nous les gâche. C'est pas possible. Kizo, une réaction? Moi, j'ai un autre regard qui est totalement différent. Dites. Moi, j'ai créé un concept qui s'appelle le no-job training. Ouais.
Pendant 3 ans à Grigny, j'ai calmé les conflits. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le no-job training? Une discipline militaire, mélangée avec la musculation de rue, ce qu'on appelle le street workout aujourd'hui, avec l'art du combat et les arts martiaux. Tout ce sport-là mélangé crée une discipline. Voilà. Il y a des règles à respecter. Il y a une hygiène de vie à respecter. Aujourd'hui, quand je fais des entraînements, je ramène plus de 150 personnes, voilà, qui sont prêts à suivre et casser le mur qui sépare tous ces quartiers et toutes ces banlieues-là. Voilà, on est tous unis pour un point commun, c'est s'unir, travailler ensemble, main dans la main. Et ça marche réellement. Après, c'est vrai que le problème pour moi, il y a beaucoup de projets, certes, l'État met pas mal de... Vous avez souffert justement de ne pas avoir eu ce genre de projet qui s'offrait à vous pour pouvoir... Vous aviez la boxe et puis vous dites j'ai fait tellement de conneries en fait que j'ai pas pu en faire mon métier. Malheureusement, j'ai suivi. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est comme quand je vois par exemple les jeunes du canal. Il y a beaucoup de structures autour d'eux. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Il y a pas mal de choses en place, de structures qui fait qu'ils peuvent s'épanouir. Mais on est toujours là, on galère, on est souvent aussi dans le paraître. Et j'ai fait comme eux en vérité. J'ai énormément d'anciens autour de moi qui faisaient du sport. Nous, on a choisi un autre chemin. Ensuite, il y a ce qu'on appelait à l'époque les chasseurs de skins et les bandes des années 80-90 qui m'ont récupéré et qui m'ont entraîné, qui m'ont plus ou moins formé, mais de manière positive à travers le sport. C'est comme ça que j'ai pu récupérer la plupart des jeunes de Grigny. Et aujourd'hui... Merci, ils ne sont plus dans les conflits, ils sont passés à autre chose. Oui, Dominique, c'est drôle ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit en définitive, c'est que ces jeunes, ils ont envie et besoin de cadre. Et très souvent, moi, c'est une chose qui m'a frappée, c'est lorsque j'ai défendu des jeunes qui avaient commis des actes de délinquance, très souvent, ils vous disaient qu'ils avaient envie, et le magistrat restait scotché, on va dire, qu'ils avaient envie d'être gendarmes, ou d'être pompier, c'est-à-dire d'être dans l'ordre et d'avoir un cadre. Et c'est ce que raconte Schizo. C'est-à-dire que c'est ça qui est formidable, c'est qu'ils répondent très vite. Pardon. C'est vrai que c'est tentant, Schizo. Pardon, Schizo. Donc, ce que raconte Schizo, c'est justement ce cadre, et puis comment dire, ensemble, et puis être valorisé d'une autre façon. Enfin, c'est tout ça, et en définitive, et aussi quand même une forme de médiation toujours au milieu, c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de parole qui s'exprime et qui permet de passer, il n'y a pas que le corps qui s'exprime, il y a aussi autre chose. Mais alors, justement, vous parlez de rigueur, de cadre, etc. On parle en ce moment de justice laxiste face aux délinquants. Est-ce que c'est le cas? C'est pas du tout le cas. Il y en a marre de... Là aussi, c'est des fantasmes. Alors, allons-y, tordons le cou à cette idée. Alors, il faut quand même savoir que cette ordonnance de 45, dont on nous rabat les oreilles, c'est déjà des peines, et des peines très importantes pour les jeunes, un. Deuxièmement, comme jusqu'à présent, on n'avait pas de cadre, c'était ou les centres éducatifs fermés, ou la pénitentiaire, ce qu'on appelle les établissements pénitentiaires pour mineurs ou les quartiers mineurs, ça n'a jamais réglé les problèmes. Voilà. Il n'y a pas d'autres structures jusqu'à présent. J'espère que ça va changer. Donc, des condamnations tout le temps. Il faut aussi... Les jeunes, ce sont ceux qui sont les plus poursuivis, beaucoup plus que les majeurs. La réponse pénale est beaucoup plus importante pour les mineurs. Donc, stop là aussi, mais quand est-ce qu'on va arrêter d'être dans des fantasmes uniquement quand il s'agit des jeunes, quoi. Claude Dillain. Oui, je pense que là, on est dans un contresens total. Parce qu'on veut faire porter à la police et à la justice le règlement de problèmes qui sont purement sociaux et politiques. Donc, il n'y aura pas de fin. Enfin, il n'y aura pas de fin. Tant qu'il n'y aura pas une volonté politique... C'est bien de reconnaître que ce sont des problèmes purement sociaux et politiques. Bien sûr, ça fait 20 ans que je le dis, donc je ne vais pas changer d'avis aujourd'hui. C'est même pour ça que je fais de la politique, pour dire les vérités. Donc, tant qu'on aura... Comme ça, on reverra la patate chaude, pour parler un peu vulgairement, du côté de la police et du côté de la justice, sans se rendre compte de ce qu'on fait nous-mêmes, de quelle est notre part de responsabilité nous-mêmes, nous, société française, eh bien, on n'y arrivera pas. On peut faire toutes sortes de lois. D'ailleurs, un certain président de la République s'y est essayé. On est là pour ça, d'ailleurs. Et ça ne sert à rien. Enfin, le problème des halls, par exemple, c'est un vrai problème. Il ne faut pas nier la difficulté que rencontrent un certain nombre d'habitants de certaines résidences qui ont du mal, etc. Mais ce n'est pas la loi qui l'a réglé. La loi, enfin, je parle sous votre contrôle, maître, mais la loi, elle ne sert à rien du tout. De même que la loi sur les
les bandes, elle ne sert à rien du tout, à mon avis. Et elle est quand même un peu inquiétante sur le plan du droit, parce que quand même, penser à un délit futur, c'est quand même, enfin, je suis pas juriste, mais ça me paraît quand même un peu compliqué. Donc, le vrai problème, il est politique et social. Et tant qu'on n'aura pas, quand la société française, je ne parle même pas des gouvernements successifs, tant que la société française n'aura pas regardé ce problème en face, en dépouillant de tous les oripeaux, effectivement, qui peuvent être électoralistes, etc., comme vous l'avez très bien dit, eh bien, on va continuer comme ça. On peut se donner rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, s'il n'y a pas cette prise de conscience qu'il y a en France des territoires qui ont besoin de réintégrer la collectivité nationale, non pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont méchants, non, parce qu'on les a mis dans une telle situation territoriale qu'ils ne peuvent pas exprimer leur énergie. Est-ce qu'il n'y a pas un désengagement humain aussi? On voit dans le documentaire que la vidéosurveillance s'étend et que la présence humaine, notamment de la police, diminue. Et on voit à quel point ça peut laisser place à de mauvaises interprétations des images ou à une incompréhension. Est-ce que la police s'est désengagée de ces quartiers? Kizo? Désengagée, je dirais non. Non, ça a l'air compliqué parce qu'on entend qu'à la fois il y a une multiplication des contrôles et de l'autre côté... On parle de la BAC elle ne s'est pas désengagée. Non, du tout. Alors, du tout. Non, allez-y, Dominique Katia. La problématique, c'est que, bon, on en a parlé un petit peu dans le documentaire. La problématique, c'est quand même quelque chose qui exacerbe, pardon de le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on le ressent, nous, au tribunal, qui exacerbe les conflits. C'est ces contrôles d'identité faits par des policiers qui ne sont pas formés, c'est à la BAC, qui sont des jeunes qui ont souvent presque le même âge. Moi, je les vois, je me rappelle une fois, ça m'avait frappé, j'étais au tribunal, il y avait 3-4 jeunes de chaque côté, je ne savais pas qui étaient mes clients. Parce que je croyais que c'était là. Et d'un côté, il y avait les types de la BAC qui venaient pour demander de dommages et intérêts. De l'autre côté, il y avait les jeunes que je défendais. C'était les mêmes, hein. C'était quasiment une bande contre l'autre. Puisqu'on parle de bande. Donc là, c'est un vrai problème. Alors, ces jeunes de la BAC, à mon avis, ils meurent de trouille quand ils vont pour la première fois. Ensuite, ils font les cow-boys et avec des contrôles d'identité qui concernent les jeunes. C'est toujours... faut pas, moi, je ne serais pas contrôlée là-bas. Tandis que c'est 4-5 contrôles, même quand ils les connaissent. Donc ça devient quelque chose de totalement vexatoire. Moi, je comprends qu'ils se sauvent. On parle clairement d'humiliation. Mais oui, et puis attendez, moi, je comprends qu'ils se sauvent, même s'ils n'ont rien fait. Pour se retrouver éventuellement avec une problématique de contrôle qui se passe mal, avec outrage et rébellion ensuite, plus passage au tribunal et demande de dommages et intérêts. Moi, je trouve que c'est un scandale, cette histoire. Pardon de le dire comme ça, mais on a l'impression que ces policiers se font un petit peu d'argent supplémentaire en dommages et intérêts demandés aux familles. Comment voulez-vous qu'ensuite les jeunes n'aient pas la rage ? Par contre, des policiers, oui, des policiers formés, des policiers qui connaissent le métier, qui connaissent ces jeunes, qui sont plus âgés, là, oui, mais pas ces provocations en permanence. Après les BAC sont un des maillons du dispositif de présence policière à l'échelle des quartiers populaires. Mais plus largement, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on demande à la police nationale aujourd'hui dans ces quartiers populaires, c'est-à-dire de réguler une misère sur laquelle il n'y a pas ou peu de prise, pas ou peu de volonté. Car le cœur du problème, c'est qu'on est quand même dans une société salariale avec de moins en moins d'emplois, notamment pour ceux qui ne sont pas diplômés. Donc d'un côté, on a une école qui produit des masses d'adolescents sans qualification, qui sortent du système d'éducation nationale. Et de l'autre côté, on a un marché de l'emploi qui est apathique. Et donc, et selon les régions, quand on est au Paris et aux premières couronnes, ça va. Quand on s'éloigne un petit peu, on va dans l'Essonne, deuxième, et voire plus en termes d'éloignement géographique, ça devient de plus en plus compliqué. Je ne parle même pas des zones périurbaines un peu ravagées. Donc le cœur du problème, il est là. On a une société qui est basée sur le salariat, où tout fonctionne sur le salariat, et à côté de ça, on n'a pas les moyens d'offrir en termes d'emploi, d'un point de vue économique, et on demande à la police de réguler ça. Et donc c'est ça le passage, quand on parle de vidéosurveillance. C'est-à-dire qu'on a multiplié les moyens en termes de vidéosurveillance. Pourquoi ? Mais parce qu'on est passé d'un système jusqu'à la décennie 70-80, où il y avait une réponse sociale à la délinquance. On est passé à un autre paradigme, une autre méthode, celle de la gestion des risques. Contenir, limiter, réduire le passage à l'acte et puis donc, une réponse pénale, donc carcérale. C'est un abandon clair et net de ces quartiers. C'est pas un abandon, parce que la police, c'est l'État.
Et c'est pas parce qu'il y a plus de vidéosurveillance, qu'il y a plus de police nationale, qu'il y a forcément une disparition des services publics. Il faut faire attention d'un quartier à l'autre. On a des quartiers où il y a un maillage associatif et de services publics qui est riche. On va dans les quartiers où c'est le désert. C'est-à-dire que d'avoir un propos général, quand on parle du maillage, de la présence de l'État dans les quartiers populaires, c'est tout de suite se tirer une balle dans le pied. Il faut regarder le territoire au cas par cas. Claude Dillin, vous vouliez réagir? Je crois qu'il faut absolument recoudre le lien de confiance entre la police et la population. Je ne parle pas entre la police et les délinquants. Entre les jeunes pas seulement, mais avec la population. Moi, vous savez, quand on a débriefé après les émeutes, j'ai entendu dans les réunions de quartier des mères de famille avoir peur, je pense de façon pas légitime, mais avoir peur des policiers. Légitimement, mais n'empêche que ce qui compte, c'est qu'elles aient peur. Même si ce n'est pas légitime, elles ont peur. Et donc là, on ne peut pas vivre dans une société où les policiers qui sont là pour nous protéger, eh bien, on s'en méfie. Alors, il y a un malentendu. Comme d'habitude, il faut que chacun fasse un pas. Effectivement, les contrôles à répétition, c'est insupportable. Je pense qu'il faut vraiment s'en saisir. Je crois, pour être positif, qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été faits dans le sens des polices de proximité. Je dis des polices de proximité, parce qu'il y a eu plusieurs vagues de polices de proximité où on voit des policiers qui connaissent bien la population, une population qui connaît bien les policiers et qui peut, comme ça, renouer un contact, pas un contact pour jouer au foot comme au rugby, comme ça a été dit à une certaine époque, mais pour simplement rendre un service public, c'est un service public, dans de bonnes conditions et dans de bonnes qualités. On n'a jamais laissé ces expériences-là aller jusqu'au bout du bout, quoi. À chaque fois, c'était interrompu pour des raisons politiques. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est une très bonne façon de rendre la police, peut-être pas partout, mais je pense que là aussi, il ne faut pas dire que c'est réservé aux banlieues. Je crois que d'avoir des policiers, c'était comme ça dans le temps, d'avoir des policiers qui connaissent bien le quartier, qui connaissent bien les gens, c'est pas plus mal, quoi. Kizo, vous avez quelle expérience, vous, de ce rapport, de dialogue, ou justement de l'absence de dialogue avec la police? Absence totale. Il n'y a aucun dialogue. Dès l'instant que la police est Vous considérée avez vu une comme évolution une bande, entre votre enfance et maintenant ou... Oui, il y a une évolution, mais elle est très mauvaise, parce qu'à l'époque, on avait des îlotiers. C'était des policiers qui étaient proches de la population, qui connaissaient les parents, qui connaissaient les enfants. Il y avait même des activités avec la police. Les policiers mettaient en place des activités. Sarkozy a retiré ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'estime qu'on est plus sur la répression que la solution. Voilà. Donc, il m'arrivait souvent de marcher. Honnêtement, je marche dans mon quartier, il y a une voiture de police qui passe, qui me fait un bras d'honneur. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous entendez ça souvent, vous Dominique. Voilà. Est-ce qu'ils essaient de... Parce que quand même... non, c'est Mais comment on en arrive à une situation comme ça? Parce que là, c'est totalement aberrant. C'est le manque de formation dont vous parlez? Moi, je crois vraiment qu'il y a une vraie formation à faire. Il y a une vraie reprise de contact avec la population aussi. Je crois qu'il y a quand même... Parce que ces jeunes... C'est pas une question de formation pour moi. Parce que les policiers qu'on met en banlieue, il faut dire ce qui est vrai. Et ceux qui sont à Paris sont différents dans le sens où ils sont allés dans les mêmes écoles. Mais comme on dit, honnêtement, c'est la vérité. Excusez-moi, c'est comme les profs. Les moins bons, on les met en banlieue. Pourquoi je dis ça? Parce que les moins bons n'ont pas vraiment le choix. C'est-à-dire ceux qui ont des meilleures notes chez les policiers, ils peuvent choisir. Ceux qui sont arrivés derniers au concours, voilà. Et ils sont envoyés dans les banlieues. Et quand ils arrivent en banlieue, pour eux... Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse. Bah oui. On nous ramène des policiers qui vous voient, qui sont polis. Je pense des deux côtés, ça serait un peu pareil. Après, quand on interroge les jeunes, quand ils parlent de la police, ils distinguent certaines brigades de sécurité publique avec l'OPJ qui fait les procès-verbaux et avec qui ils peuvent avoir un dialogue, etc. Ils distinguent les policiers entre eux en fonction de leur attitude. Ils n'ont pas de discours totalisant. Et puis, alors, pour peut-être rétablir un équilibre, on parlait d'opposition entre bandes. Quand on parle de rapport entre police et jeunes, pour certaines pratiques policières, c'est très net. Même dans les logiques d'appropriation du territoire, le fait de venir, de rester et d'être dans une provocation. Mais je veux dire, c'est une conflictualité qui est réciproque. C'est une conflictualité qui est réciproque. C'est-à-dire que c'est alimenté des deux côtés. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un cercle vicieux, et à chaque acte, il y a une réponse, et donc les policiers répondent aussi à des provocations parfois sévères, ou bien à des agressions parfois sévères auxquelles ils doivent faire face. De l'autre côté, il va y avoir une réponse qui n'est pas forcément vers les jeunes qui ont posé problème, mais d'autres qui sont de passage. Le problème, il est là. Moi, je l'ai observé, je ne sais pas combien de fois, où il y a des caillassages qui sont pas acceptables, ou des policiers qui se font insulter, etc. Les personnes qui ont fait ça savent qu'il va y avoir une réponse policière. Ils
rentrent chez eux, ils vont se promener parce qu'ils savent que ça va être pour eux. Et les forces de l'ordre, le temps qu'il y ait les renforts qui se mobilisent, etc., interviennent dans le quartier. Ils interviennent et ils s'en prennent à des personnes qui ne sont pas à l'origine de l'acte. Parce que ceux qui ont fait ça au départ, ils ne vont pas rester sur place. Et donc, on a une espèce de réponse en termes de punition collective, en tout cas qui est pris comme ça. Et qui fait qu'il y a des problèmes de popularité et de conflictualité qui se posent. Quelle réponse et quelle solution on peut apporter? Je voudrais qu'on réécoute un témoignage qui va dans votre sens, celui de la magistrate Evelyne Tirmarin dans le documentaire. C'est certainement une réalité de sentiment d'insécurité. Dans certaines banlieues, c'est vrai qu'un certain nombre de personnes se sentent menacées, il ne faut pas le négliger, mais ce n'est pas une réalité des chiffres de la délinquance. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire beaucoup plus de médiation citoyenne? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux réinstaurer des éducateurs de rue, puis aider les familles aussi? Parce que ce n'est pas en traitant pénalement ces questions qu'on arrivera à une solution. Parce que à ce moment-là, on en arrive à là où on en est presque en ce moment. On a d'un côté les policiers qui sont vécus par les jeunes comme étant une bande policière, et puis de l'autre côté les jeunes qui sont parfois en groupe ou en bande. Donc la logique de bande rivale police-jeunes est une logique à mon avis extrêmement dangereuse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Plus de social? Alors, moi je crois énormément à la médiation, énormément à la médiation. Et vous savez qu'il y a même des expériences maintenant en classe où on forme les jeunes à la médiation, et c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui deviennent médiateurs eux-mêmes, encadrés par des un peu plus âgés. Comme vous. Exactement. Et qui, du coup, règlent ces conflits entre eux, encadrés, avec une vraie, eux aussi, formation de médiateurs. Et ça, les résultats sont sensationnels. Je crois que c'est un des domaines. Non, c'est intéressant ce que vous dites, parce que le médiateur aussi apprend et rappelle les règles. Par exemple, le no-joke training, je l'ai aussi développé au Brésil. Ça s'appelle no-joke au Brésil. L'objectif, c'est quoi? L'objectif dans les favelas, pour moi, c'était de réapprendre à vivre en collectivité, à travers des règles strictes, mais toujours basées sur le respect et le sport. Comment s'approprier la rue en dehors de la violence? Le sport, la peinture. On a ouvert une bibliothèque aussi là-bas. Vous pourrez voir si je peux faire un peu de pub sur Facebook. La page, c'est No-Joke Training, voilà. L'idée, c'est que ça se développe davantage, ces choses-là, alors au contraire. Donc, ce que je fais au Brésil, je l'ai fait en France, mais différemment. Je compte aussi le faire en Afrique. Et c'est là où on a aussi besoin de la médiation. Moi, en tant que médiateur de rue, il y a du résultat. Mais le résultat, je le vois ensuite lorsque je les ramène dans mon No-Joke. Mais vous, ça a été difficile de décrocher de ce que vous avez connu avant. Et comment vous êtes arrivé à l'idée, justement, de devenir médiateur? Honnêtement, ça a été difficile parce que la plupart de mes potes sont allés en prison. Donc, je me suis retrouvé seul. Je me suis retrouvé seul. Il y avait des conflits à la sortie du lycée. Donc, j'étais obligé de me défendre avec une arme, voire avec une arme à feu. Ça me permettait de les faire reculer et de rentrer tranquillement chez moi. Et avec le temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que nous rentrons en conflit avec toutes ces personnes-là qui ont les mêmes problèmes que moi? Donc à partir de là, j'ai fait une étude, tout ça. Et ce qui a fait que je vois les choses autrement. Et quand je suis sorti, il ne faut pas oublier que lorsqu'on sort d'une bande, on a quand même fait du mal à certaines personnes. Et elle ne vous oublie pas, elle. Voilà. Mais ce qui fait que je marche tranquillement, que ce soit dans ces quartiers-là, comme au Canal ou autres, c'est que pendant les conflits, Greny était super active. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux marcher tranquillement, mais ils ont toujours malheureusement l'image de oui, lui à l'époque, ou sa bande à l'époque, il connaît un tel, ou lui il est capable de faire ça. Aujourd'hui, je marche tranquillement, mais je ne marche pas tranquillement parce qu'à l'époque, on a fait ce qu'il fallait faire à l'époque. Je marche tranquillement parce qu'aujourd'hui, je suis crédible par mon expérience qui fait que les jeunes m'écoutent, les adultes m'écoutent, et quand je fais des événements et je demande aux gens d'autres quartiers de ramener des jeunes, on me les ramène. Claude Dillain, l'action sociale dans ces quartiers, alors on l'a entendu avec vous, Marouane Mohamed, il faut prendre les quartiers au cas par cas et pas généraliser. Mais est-ce que, si on doit un tout petit peu généraliser, l'action sociale aujourd'hui dans les quartiers les plus sensibles est adaptée aux problèmes rencontrés? Non, parce que c'est difficile de l'adapter, en particulier les problèmes d'horaire. Tous ceux qui ont essayé, effectivement, d'enlever les jeunes de la rue. Qu'est-ce qu'on rencontre dans la rue? Quand on est jeune, on rencontre soit des voyous, soit des policiers. Aucun n'est éducateur. Ouais. Donc effectivement, pour un élu local, sa volonté, c'est de dire il y a autre chose que la rue. Et donc il faut
construire et offrir des espaces, mais à des heures qui sont très difficiles compte tenu du statut de ceci, de cela. Donc c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire, mais c'est difficile et puis en plus ça demande énormément de moyens. Or il se trouve que ces villes qui ont d'énormes besoins de ce type de médiation. Heureusement qu'on a des gens comme Kiso, parce que je ne sais pas ce qu'on serait devenu si on n'avait pas des gens comme lui. Mais ça demande énormément de moyens. Il se trouve que ces villes sont parmi les plus pauvres structurellement. C'est celles qui ont le moins de moyens. Est-ce que ça aussi, c'est comme les policiers, il faudrait que les meilleurs soient en banlieue? Est-ce que ces villes-là devraient avoir le plus de moyens, justement? Je suis pas sûr que tous les policiers qui sont non, c'est ce qu'on a dit, oui. Forcément les plus mauvais. Moi, j'ai vu des policiers de grande qualité à Clichy-sous-Bois qui d'ailleurs ont réussi depuis qu'il y a un commissariat à Clichy-sous-Bois et qu'effectivement il y a ce caractère de proximité qui se fait spontanément, eh bien les choses s'améliorent grandement. Donc il y a des policiers qui font un travail remarquable. Il y en a. Moi, je pense que pour les policiers, pour régler, pour régler le problème des policiers, c'est la formation. Mais voilà, c'est la formation. Et surtout, c'est la formation adaptée. L'encadrement. À chaque fois qu'il y a des dérapages, moi j'ai vu que c'était, ce qui n'est pas souvent, mais il y en a eu, c'est vrai, j'ai assisté, c'était un problème d'encadrement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis au départ que c'est un problème politique. Parce que si on donne les moyens à ces villes, on sait ce qu'on doit faire. C'est pas très très compliqué. Moi, je ne suis plus maire maintenant, mais je me suis heurté souvent à des problèmes financiers parce que faire une équipe de nuit toutes les nuits, eh ben, c'est compliqué, c'est cher. Et donc, on n'a pas les moyens. Il faut commencer à l'école de toute façon. Voilà, alors, il nous reste 2 minutes, mais pour terminer sur l'école, Marouane Mohamed. Sur lequel j'allais insister, parce que je ne crois pas trop à court terme à nos capacités d'intervenir sur le marché de l'emploi. Structurellement, il est dans un état qui est ce qu'il est. Bon. Ça viendra peut-être avec le temps. Par contre, l'éducation nationale, c'est pas la mondialisation, c'est l'État qui gère l'éducation nationale. Et ça, c'est une question de moyens aussi. C'est pas qu'une question de moyens. C'est pas qu'une question de moyens. C'est une question de volonté avant tout. Vraiment avant tout. Et après, les moyens, ils se dégagent. C'est pas le problème. C'est-à-dire, par exemple, concrètement, qu'est-ce qu'on peut changer à court terme? Quelque chose qui m'a frappé, à très court terme, quelque chose qui m'a frappé dans les trajectoires que j'ai étudiées des jeunes qui participaient aux bandes, c'est la précocité des décrochages scolaires. Je vais même plus loin. Un peu plus de la moitié étaient déjà démobilisés scolairement avant la fin du CE2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des enfants qui ne sont pas décrochés, ils n'ont pas accroché. C'est des non-accrocheurs. C'est très différent, parce qu'on oriente l'action publique d'une manière totalement différente. Aujourd'hui, on sait faire de l'accompagnement, on essaie de faire du raccrochage avec les écoles de la deuxième chance, mais on intervient souvent en curatif. C'est vraiment récurrent. Par contre, en amont de travailler sur l'accrochage, la préparation à l'école, avec les familles, là, on a un chantier qui n'est pas vierge, mais en tout cas qui n'est pas suroccupé. Merci à tous. Voilà, on arrive au terme de ce débat. Merci d'être venus. Merci à vous d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, vous retrouvez Benoît Duquesne et ses invités qui débattront des relations entre l'outre-mer et la métropole. Je vous dis à très vite sur Public Sénat. C'est consternant comment des décisions aussi décalées, aussi